Les courses-poursuites policières à grande vitesse peuvent se terminer rapidement, mais pas toujours comme on l'imagine. Derrière les sirènes et les crissements de pneus, il y a de vrais drames où des vies sont brisées de façon brutale. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 histoires vraies et troublantes de poursuites policières qui se sont terminées en tragédie. Des cas marqués par le chaos, des rebondissements choquants et des fins déchirantes. Ce sont des événements bien réels qui montrent comment une seule poursuite peut tout changer à jamais. Nous sommes le 29 novembre 2017 à Evansville, dans l'Indiana. Janet Carter, 23 ans, son compagnon Terrence Barker, 26 ans, et leurs 2 enfants, Princess, 2 ans, et Prince, 7 mois, venaient de quitter la maison de la mère de Janae. Elle avait attaché ses enfants dans leurs sièges auto à l'arrière du PT Cruiser familial, un modèle 2003. Elle les avait embrassés avant de prendre le volant. Terrence s'était installé à ses côtés, sur le siège passager. La famille n'habitait ce quartier que depuis une semaine. Janae espérait un nouveau départ, offrir à sa famille un foyer plus sûr avant Noël. Mais quelques rues plus loin, tout a basculé. Vers 19 h, la police d'Evansville repère une Chevy Impala noire de 2017 stationnée près de Bayard Park Drive. Une vérification rapide de la plaque révèle qu'elle appartient à un autre véhicule. Alors que les agents s'approchent pour contrôler le numéro de série, 2 hommes bondissent à l'intérieur et redémarrent en trombe. Le conducteur s'appelait Frederick McFarland. Les policiers se lancent à sa poursuite, qui ne couvre qu'un demi-mile. Pourtant, en si peu de distance, l'Impala atteint 119 km/h. Au croisement de Monroe Avenue et Linwood Avenue, McFarland ignore un stop. Au même moment, la PT Cruiser de Janae traverse l'intersection. La voiture de McFarland percute de plein fouet le PT Cruiser, qui est projeté contre un arbre. Le véhicule s'enroule littéralement autour du tronc, méconnaissable. Le petit prince, 7 mois, est éjecté du véhicule. Princess, 2 ans, reste attachée dans son siège. Terrence encaisse le plus gros de l'impact, tandis que Janae, grièvement blessée, demeure à peine consciente. De l'autre côté de la rue, une voisine, Tanyeshia Givens, entend la détonation et accourt. Elle découvre le PT Cruiser broyé contre l'arbre. La police arrive aussitôt, certains croyant d'abord qu'il s'agit de la voiture des fuyards. Arme sortie, ils crient des ordres jusqu'à ce qu'une voix faible s'élève de l'habitacle. « Mon bébé, mon bébé !» La scène est insoutenable. Prince est déclaré mort sur place. Princess est conduite d'urgence à l'hôpital mais décède peu après. Terrence, plongé dans le coma avec de graves lésions cérébrales, succombe plus tard. Janae, enceinte au moment du drame, est la seule survivante. McFarland est interpellé. Près de 3 ans plus tard, en 2020, il plaide coupable de résistance à l'arrestation et est condamné à 15 ans de prison. Janae intente ensuite une action civile contre la ville d'Evansville, estimant que la poursuite aurait dû être interrompue. Son avocat, Scott Withers, affirme que les agents ont pris trop de risques pour une infraction mineure, une plaque falsifiée. McFarland ne sera jamais inculpé pour usage de fausses plaques ni pour vol de véhicule. En 2022, la ville accepte un accord avec Janae, 1 750 000 $ versés par l'assurance. Les autorités précisent qu'il s'agit d'un compromis, pas d'un aveu de culpabilité, mais d'une reconnaissance de sa perte. Si ses blessures physiques se finissent par guérir, Janae développe un syndrome de stress post-traumatique et peine à témoigner en justice. Elle décrit Princess comme pleine d'énergie et Prince comme un bébé toujours souriant. Elle se rappelle encore de les avoir attachés et embrassés ce soir-là, sans jamais voir venir la voiture. Au moment de l'accident, Janae était enceinte de 11 semaines. Elle donnera ensuite naissance à une petite fille qu'elle prénomme Miracle, convaincue que sa survie est un signe. Plus tard, elle aura un fils, Legend. Sa mère, Sarah Johnson, dira que ses enfants sont une bénédiction, mais qu'ils ne remplaceront jamais ceux perdus. Des habitants se rassemblent autour de l'arbre marqué par l'impact, où s'accumulent fleurs et jouets. L'amie de Janae, une mère ne devrait jamais avoir à enterrer ses enfants juste avant les fêtes. Le passager de McFarland n'a jamais été identifié. À l'époque, il faisait déjà face à d'autres accusations liées à la drogue et au port d'armes sans permis. La police examine sa politique de poursuite, concluant qu'aucune règle n'a été enfreinte. Mais cette tragédie relance le débat sur les dangers des courses-poursuites, surtout lorsque des familles innocentes se retrouvent au mauvais endroit. Janae avait pourtant tout fait correctement, attacher ses enfants et conduire prudemment. Mais en quelques secondes, sa vie s'est effondrée, détruite par une poursuite commencée pour une simple vérification de plaques et terminée par 3 vies fauchées, une famille à jamais brisée. Il était un peu plus de 6h30 du matin sur un tronçon rural de la US Highway 57, près de Batesville, au Texas. Le soleil venait à peine de se lever et la plupart des habitants commençaient leur journée. Mais ce matin-là, en 2023, cette route tranquille allait devenir le théâtre de l'un des accidents les plus meurtriers de l'histoire récente du Texas. Parmi les 8 victimes, il y avait José Lerma, 67 ans, et son épouse Isabelle,
65 ans. Originaires de Dalton, en Géorgie, ils étaient mariés depuis près de 49 ans. Le couple roulait vers le sud, en direction du Mexique. Moins d'une heure avant le drame, Isabelle avait même publié un message d'anniversaire à une amie en ligne. Quelques minutes plus tard, leur vie allait s'achever sur cette route. Au même moment, un jeune homme de 21 ans, originaire de Houston, conduisait une Honda Civic blanche de 2009, transportant 5 passagers. Plusieurs d'entre eux, plus tard identifiés comme des ressortissants honduriens, auraient été présents illégalement sur le territoire. Les autorités confirmeront par la suite que le véhicule était impliqué dans une tentative de trafic de migrants. Lorsqu'un adjoint du shérif du comté de Zavala a tenté de l'arrêter, le conducteur a refusé d'obtempérer. Il a au contraire accéléré, déclenchant une course-poursuite à grande vitesse sur la route à 2 voies. Des témoins ont raconté que la Honda zigzaguait dangereusement pour échapper aux forces de l'ordre. Dans le sud du Texas, ce type de poursuite est courant et nombre d'entre elles finissent en tragédie. Le conducteur a alors tenté de dépasser un poids lourd dans une zone interdite. Peut-être pris de panique ou convaincu qu'il pouvait passer. Mais il n'a pas vu la Chevrolet Equinox qui arrivait en face. À son bord se trouvaient José et Isabelle. En une fraction de seconde, les deux véhicules sont entrés en collision frontale. L'Equinox a immédiatement pris feu, piégeant José et Isabelle sans la moindre chance de s'échapper. Ils sont morts sur le coup. La Honda, pulvérisée, les 6 occupants, conducteurs compris, ont tous perdu la vie. Les photos publiées plus tard témoignent de l'ampleur du drame. L'Equinox était totalement calcinée et la Civic déchiquetée par l'impact. Le lieutenant Chris Olivarez, porte-parole du département de la sécurité publique du Texas, DPS, a confirmé que le conducteur fuyait les adjoints dans une tentative de trafic lorsqu'il a percuté le SUV, tuant à la fois ses passagers et le couple innocent. En Géorgie, la famille Lerma était anéantie. Leur fils, Jairo, a partagé la nouvelle en ligne et lancé une cagnotte pour couvrir les frais d'obsèques. Il a écrit que cette perte avait laissé leur cœur et âme brisés. Le couple s'apprêtait à fêter son 49e anniversaire de mariage un mois plus tard. Dès le vendredi suivant, plus de 7 000 $ avaient été collectés avec des centaines de messages de soutien. Cet accident est le plus meurtrier lié au trafic de migrants aux États-Unis depuis mars 2021, lorsque 13 personnes avaient trouvé la mort à Oldville, en Californie, après qu'un SUV surchargé avait percuté un poids lourd. Rien qu'au Texas, les autorités ont signalé plus de 500 courses-poursuites à grande vitesse à El Paso cette année-là, dont beaucoup dépassaient les 160 km/h. Cette hausse du nombre d'accidents a alimenté les débats. Les forces de l'ordre affirment que l'interception des passeurs est nécessaire, tandis que les critiques dénoncent des poursuites qui mettent en danger des innocents. Entre 2010 et mi-2023, l'ACLU du Texas a recensé 106 décès liés à des poursuites de la Border Patrol, un chiffre qui a fortement augmenté après 2020. En janvier, l'US Customs and Border Protection a adopté une nouvelle politique en matière de poursuite. Les agents doivent désormais évaluer les risques pour le public avant de continuer une traque. Mais selon le directeur du DPS, Steve McCraw, même si les forces de l'ordre se retirent, les conducteurs continuent souvent à rouler à vive allure. Une fois la fuite engagée, beaucoup ne ralentissent plus. C'est exactement ce qui s'est produit sur la Highway 57. Un seul homme a choisi de ne pas s'arrêter et 8 vies ont été fauchées. José et Isabelle n'avaient rien à voir avec quoi que ce soit d'illégal. Ils faisaient simplement un trajet ensemble, sans se douter de ce qui arrivait droit sur eux. Près de 50 ans de vie commune se sont envolés en quelques secondes, laissant derrière eux enfants, petits-enfants et une communauté en deuil à Dalton. L'enquête se poursuit. 8 personnes sont mortes à cause d'une décision insensée. Et pour ceux qui restent, plus rien ne sera jamais pareil. C'était le matin du 17 mars 2025, à Victorville, en Californie. Le député shérif Héctor Cuevas Jr., 36 ans, était en service. Ce jour-là, il n'était même pas censé travailler, mais avait accepté un supplément d'heures. Cuevas servait depuis 6 ans au bureau du shérif du comté de San Bernardino. Mari et père de 2 enfants, frère et ancien entraîneur de football au lycée, il était décrit par ses proches comme un homme dévoué à son métier, mais encore plus à sa famille. Vers 10h58, des agents de la station de Victorville repèrent une voiture volée près de Mojave Drive et Amargosa Road. Au volant se trouvait Ryan Dwayne Turner Jr., 22 ans. Turner avait déjà un lourd casier judiciaire, notamment pour vol de voiture, et était connu pour fuir la police. L'année précédente, il avait causé un accident lors d'une autre poursuite avant d'être relâché de prison plus tôt que prévu. Lorsque les agents ont tenté de l'arrêter, Turner a refusé d'obtempérer. Il a accéléré, dépassant les 160 km/h, brûlant des feux rouges et zigzagant à travers la circulation. Cuevas s'est joint à la poursuite qui traversait la ville à toute vitesse. Au croisement de Seneca Road et Elevado Road, Turner continue sa fuite. Derrière lui, Cuevas arrive à pleine vitesse. À ce moment-là, son SUV de patrouille percute une berline conduite par Marceline Demian, 23 ans, qui tournait à gauche après que son feu était passé au vert. Le véhicule de Cuevas est ensuite projeté
projeté contre un poteau électrique qu'il fracasse avec une telle force que le SUV se coupe littéralement en deux. Le choc est terrible. Le quartier est plongé dans le noir et les secours affluent. Mais les blessures de Cuevas sont trop graves. Il décède sur place. Demian survit, grièvement blessée mais hors de danger vital. Plus tard, elle expliquera qu'elle n'avait pas vu Cuevas arriver et qu'aucune sirène n'était activée. « Si je l'avais vu, je me serais arrêté », a-t-elle dit. Pendant ce temps, Turner poursuit sa fuite. Il abandonne la voiture volée près de Zuni Lane et s'enfuit à pied. Rapidement rattrapé, il tente même encore de s'échapper menotté. Les procureurs confirmeront ensuite qu'il était intoxiqué au moment de la poursuite. Il sera inculpé pour homicide, fuite face à la police et vol de véhicule. Les dossiers révèlent que Turner avait été condamné à 16 mois de prison après sa poursuite de 2024, qui avait déjà blessé un civil, mais n'avait purgé que 8 mois, bénéficiant des lois de remise anticipée. Beaucoup affirmeront que sans ces lois, il serait encore derrière les barreaux et que ce drame aurait pu être évité. Héctor Cuevas travaillait à Victorville depuis 3 ans, après un passage à la police du Plund. Né et élevé à Rialto, diplômé du Carter High School, il vivait à Fontana avec son épouse et ses enfants. En dehors de son métier, il avait entraîné l'équipe de football de son ancien lycée entre 2015 et 2017 et avait joué dans la National Public Safety Football League. Ses amis disaient qu'il adorait le sport, mais que sa plus grande joie restait d'être père. La douleur de la communauté fut immense. Un long cortège a escorté son corps sur l'Interstate 15, tandis que pompiers et secouristes saluaient depuis les ponts, hélicoptères au-dessus. Le lendemain, habitants et collègues se sont rassemblés sur le lieu du drame, déposant fleurs et bougies. Sa sœur Dominique, en larmes, déclara « Mon frère était un homme bien, ce n'était pas en vain ». Son oncle, Pedro Rivera, ajouta « Enfiler cet uniforme le rendait fier chaque jour ». Le 17 avril, des obsèques ont eu lieu au Centre des Congrès d'Ontario devant près de 3000 personnes. Ses enfants y ont laissé un message enregistré « Je t'aime papa, tu es mon héros et tu vas tellement me manquer ». La cérémonie s'est conclue par une salve d'honneur, un passage aérien et le son du clairon militaire. Turner a ensuite été formellement inculpé d'homicide au second degré, de fuite face aux forces de l'ordre et de vol de véhicules. Il a plaidé non coupable, avec une nouvelle audience prévue le 12 mai. Le député shérif Héctor Cuevas Jr. portait le badge numéro 3180. Il laisse derrière lui son épouse Mia, ses enfants Noël et Kiro, ainsi que ses parents, sa sœur et son frère. Sa mort a bouleversé non seulement Victorville, mais aussi l'ensemble des forces de l'ordre de Californie. Ce qui avait commencé comme un simple signalement de voiture volée s'est achevé par la perte d'un mari, d'un père et d'un policier, qui ce jour-là n'aurait même pas dû être en service. Nous sommes le 8 décembre 2023 à San Diego, Californie. Une famille de 4 personnes circule à bord d'une Honda berline sur l'Interstate 805, près de la sortie de la 43e rue. À l'arrière se trouvent 2 frères, Malikai, 8 ans, et Mason Orozco Romero, 4 ans. Leur mère, Victoria, est assise à l'avant, côté passager, tandis qu'une proche de la famille, également nounou des garçons, conduit la voiture. Rien ne laissait présager que ce jour allait bouleverser leur vie. Puis tout a basculé, une BMW lancée à près de 160 km/h percute leur voiture. La Honda dévale un talus, s'écrase contre un arbre, puis prend feu. Malikai et Mason meurent sur le coup. Leur mère et la nounou survivent, mais avec de graves blessures. Le conducteur responsable est Angel Velasquez Salgado, 20 ans. Sans permis, il fuyait la police dans une course-poursuite à grande vitesse. Tout avait commencé pour une infraction mineure, un phare cassé. Repéré sur la 32e rue, Salgado avait garé son véhicule dans une allée qui ne correspondait pas à l'immatriculation de la BMW. Les agents ont tenté de le contrôler, mais il a pris la fuite. La poursuite s'est étendue sur plusieurs autoroutes, au nord sur l'Interstate 15, à l'est sur la State Route 94, puis au sud sur l'Interstate 805. En chemin, Salgado grille des stops, zigzague dans la circulation et percute même un autre véhicule, blessant une femme âgée. Des témoins affirmeront qu'il roulait à près de 100 000 par heure, 160 km/h. Tout s'achève près de la sortie de la 43e rue. Salgado dévie sur la bande d'arrêt d'urgence et percute de plein fouet la Honda, transportant Malikai, Mason, Victoria et leur nounou. L'impact est dévastateur. Les secours arrivent rapidement, mais il est déjà trop tard pour les enfants. Victoria est hospitalisée dans un état critique et la conductrice survit avec de lourdes séquelles. Salgado s'enfuit à pied, allant jusqu'à retirer ses vêtements pour tenter de se cacher dans le quartier. Il est capturé quelques rues plus loin. Les enquêteurs découvrent qu'il avait déjà été impliqué dans une autre course-poursuite policière 7 mois auparavant. Arrêté, il est d'abord placé sous caution d'1 million de dollars, annulé par la suite.
Salgado plaide d'abord non coupable avant de reconnaître sa culpabilité en août 2025. Il admet 2 chefs de meurtre, 2 de homicide involontaire aggravé au volant, 2 de fuite policière ayant causé des blessures graves, 1 de délit de fuite avec blessure et 1 de conduite sans permis. Son procès est fixé au 4 septembre 2025 et il risque 30 ans de prison à perpétuité. Malika et Mason sont rappelés pour leur sourire constant. Leur famille avait déjà vécu une tragédie, leur père, Tyrone, était décédé l'année précédente. Désormais, Victoria, qui lutte contre le lupus depuis l'âge de 11 ans, doit affronter à la fois ses blessures physiques et l'insoutenable perte de ses enfants. Leur marraine, Brittany Fomavong, lance une cagnotte pour financer les funérailles et les frais médicaux. Plus de 22 000 $ sur un objectif de 40 000 sont récoltés. Elle écrit « Cette tragédie est injuste. Je suis reconnaissante pour tout l'amour et le soutien reçu. » L'accident provoque un débat à San Diego. Victoria et la nounou déposent une plainte pour homicide par négligence, estimant que la police n'aurait jamais dû poursuivre Salgado pour un simple phare cassé. Selon leurs avocats, les agents auraient dû interrompre la traque dès que les risques étaient devenus trop élevés, surtout en pleine heure de pointe. La commission sur les pratiques policières de San Diego recommande alors que les poursuites ne soient autorisées que si des vies sont directement menacées. Mais l'association des policiers s'y oppose, affirmant que cela limiterait leur capacité à appréhender des criminels dangereux. Le débat enfle d'autant plus qu'un autre policier avait trouvé la mort plus tôt dans l'année, après qu'une poursuite avait été annulée. Ce qui s'est produit le 8 décembre n'était pas qu'un simple accident, c'était une succession de choix. Un phare cassé, un conducteur qui refuse de s'arrêter, une décision de poursuivre et enfin un impact fulgurant à 160 km/h qui a arraché la vie à 2 enfants. Malika et Mason étaient des fils, des frères, des enfants avec tout leur avenir devant eux. Désormais, ils ne sont plus là, laissant derrière eux une mère en deuil, une nounou anéantie et une communauté qui se pose des questions auxquelles il n'y aura peut-être jamais de réponse. Le 22 janvier 2019, à Birmingham, Royaume-Uni, Holly Burke, une agente de soutien communautaire de 28 ans, venait de terminer sa journée de travail. Hors service, elle conduisait sa Ford Fiesta sur Lordswood Road dans le quartier de Harborne. En quelques minutes, sa vie allait basculer tragiquement. Ce soir-là, vers 23h20, des policiers en patrouille dans le secteur d'Erdington repèrent une Renault Scénic roulant à vive allure sur l'Aston Expressway. Le conducteur, Darren Ogom, 42 ans, refuse d'obtempérer lorsque les agents tentent de l'arrêter. S'engage alors une course-poursuite de 14 minutes à travers certaines des routes les plus fréquentées de Birmingham. Ogom, sans emploi et originaire de Kings Norton, n'avait ni permis ni assurance et venait de consommer des substances illicites 2 heures plus tôt. Les analyses révéleront un taux 23 fois supérieur à la limite légale. Malgré cela, il avait choisi de prendre le volant. La poursuite débute dans des zones résidentielles où il atteint plus de 95 km/h dans des zones limitées à 50. De retour sur l'expressway, il pousse sa voiture à 170 km/h, zigzagant entre les véhicules et doublant par la droite. Les policiers déploient une herse, mais ils passent dessus sans s'arrêter. La chasse se poursuit vers le centre-ville. Les caméras de vidéosurveillance montrent Ogom griller des feux rouges, rouler à contresens et passer à 110 km/h devant l'hôpital de Dudley Road dans une zone limitée à 50. En tout, il parcourt plus de 19 km. Il prétendra plus tard avoir paniqué en voyant les voitures de police devant et derrière lui. Selon lui, il utilisait la voiture de sa femme pour récupérer un ami à l'hôpital et craignait qu'elle soit saisie. Mais son choix de fuir allait avoir des conséquences irréversibles. Vers 23h30, à environ 110 à 130 km/h, Ogom grille un feu rouge à l'intersection de Bearwood Road et Hagley Road. Au même moment, le feu vient de passer au vert pour Holly Burke, qui s'engage. La Renault percute violemment le côté conducteur de sa Ford Fiesta. Le choc est dévastateur. Les secours arrivent rapidement. Des policiers déjà présents pratiquent la réanimation, relayés par les ambulanciers. Mais les blessures de Holly sont trop graves. Elle est déclarée morte sur place. Ogom, légèrement blessé, est arrêté. Il est poursuivi pour homicide par conduite dangereuse, refus d'obtempérer, conduite sans permis ni assurance et conduite sous influence. Il plaide coupable. Son passé judiciaire est lourd. Condamné depuis 1993, il compte 44 condamnations. En 2001, il purge 18 mois au Panama pour trafic. En 2008, il prend 6 ans pour 2 braquages, dont un avec arme réelle. En 2015,
près de 5 ans pour usage d'une arme factice. Libéré sous licence pour cette affaire, il craignait de retourner en prison. Le 21 février 2019, la Crown Court de Birmingham le condamne à 9 ans de prison, assorti de 3 années supplémentaires sous licence et lui interdit de conduire pendant 16 ans. Le juge le qualifie de menace sérieuse pour la société. Holly Burke travaillait comme PCSO depuis seulement 14 mois dans l'équipe de Washwood Heath à Netchells. Elle vivait à Marston Green, Solihull, et était reconnue pour sa gentillesse, son sourire et son dévouement. Sa mort secoue profondément la police des West Midlands. Des centaines d'agents assistent à ses funérailles. Ses collègues forment une haie d'honneur, partagent des souvenirs et saluent sa chaleur humaine. Sa famille l'a décrit comme quelqu'un qui pensait toujours aux autres avant elle-même. La vie de Holly s'est arrêtée à cause de choix irresponsables. Une poursuite de 14 minutes, plus de 19 km, des pointes à 170 km/h et une existence pleine de promesses fauchées instantanément. Pour sa famille, ses collègues et les agents qui ont tout tenté pour la sauver, le 22 janvier 2019 restera à jamais une journée de perte insoutenable.